juste peut-être quelques mots afin de poser un petit peu cet échange que j'espère fructueux. D'abord, malheureusement, peu de temps pour un sujet relativement important dans le management de projet. En second, de la discipline, surtout de ma part, car je peux être très bavard sur les sujets qui me passionnent, donc celui-ci, ce qui implique que je ne rentrerai pas forcément dans trop de détails qui risqueraient de brouiller la présentation et le message. Car, comme vous le savez tous et toutes, suivant les secteurs d'activité, les métiers, les experts, chacun fonctionne avec des us et coutumes. Et malheureusement, pour tout ce qui n'est pas formel, eh bien, on a des diversités de points de vue, voire de pratiques. Donc, tout cela va faire que je vais rester à un certain niveau, mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même une synthèse qui va être la coiffe définitive de ces différents métiers que j'espère. Et tout d'abord, peut-être il serait intéressant soit de rappeler, soit de préciser le sens de certains mots, puisque nous avons chacun notre vocabulaire et que, ma foi, des fois, on s'entend, mais on ne se comprend pas. Bon, maîtrise d'ouvrage, comme chacun le sait ou l'a su, ça vient de la construction du bâtiment d'importantes infrastructures, autoroutes, ponts, viaducs, que sais-je, aéroports, conquête de l'espace, donc qui peuvent impliquer une ou plusieurs maîtrises d'ouvrage. Donc, on a besoin effectivement d'avoir un directeur de projet qui va être dans la maîtrise d'ouvrage, qui peut synthétiser et guider un petit peu tout ça. Alors, du fait que nous avons plusieurs interlocuteurs, bien sûr, difficulté. Difficulté pourquoi? Parce que l'AMOA n'est pas forcément un expert en la matière de l'objet qu'elle veut faire développer. Et puis peut-être qu'on a une MOE, une maîtrise d'œuvre, qui, elle, est très forte et qui risque d'empiéter un petit peu sur les prérogatives, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de savoir sur la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'intérêt d'avoir et de préciser un petit peu cette continuité, ce continuum entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, eh bien, il est nécessaire que le message soit le plus clair possible et surtout le plus précis possible. Alors, comment, pourquoi et comment réaliser une expression de besoin? Là, on a déjà, vous voyez, on a déjà moi-même une ambiguïté, c'est qu'on parle de cahier des charges et là, de suite, on embraye sur expression de besoin. Y a-t-il une différence entre les deux? Eh bien, on va peut-être le voir. Peut-être que oui, peut-être que non. D'abord, le besoin. Qu'est-ce que le besoin? Le besoin, c'est une exigence. Et cette exigence pourrait nous mettre en situation de manque ou de privation si elle n'était pas remplie. Autrement dit, la maîtrise d'ouvrage ou le client va attendre que ce besoin soit réalisé. Et le maître d'œuvre doit mettre, comme le nom l'indique, tout en œuvre pour réaliser ce besoin. Alors ce besoin, cette expression de besoin, qui peut être un cahier des charges, mais pas que, hein, puisque on peut aller jusqu'à un cahier des charges fonctionnel, tel que nous verrons à la fin de cette présentation, mais l'expression de besoin permettra à chacun, ça peut être une seule personne, mais ça peut être également un groupe de personnes, un groupe d'utilisateurs, d'apporter des suggestions à son besoin, qui seront et qui devront être conservées ou pas dans le cahier des charges. Alors, cahier des charges qui va évoluer, comme je le disais, vers le fonctionnel. Ce qui est important, c'est d'avoir cette discipline de décrire simplement un besoin et ne jamais s'exprimer en termes de solutions telles que nous avons l'habitude, chacun de nous, de le faire dans notre quotidien, dans notre parler. Par exemple, j'ai pas besoin d'une voiture pour aller travailler. J'ai besoin simplement, peut-être, d'un moyen de transport qui va me conduire de mon domicile au lieu de travail. Le tout, c'est d'exprimer un besoin sans impliquer une solution derrière qui risque de fermer l'éventail des possibilités, des possibles, comme on dit, de la maîtrise d'œuvre. Donc, avoir cette discipline de s'exprimer clairement en besoin. Et chaque besoin, ou l'ensemble des besoins, bien sûr, va conduire à finaliser ou au moins pointer ce qu'on va appeler l'objectif du projet.
Donc derrière, on va pouvoir définir vraiment le besoin en termes d'expression. Donc c'est l'expression de besoin, c'est vraiment le premier document que va produire un maîtrise d'ouvrage pour amorcer un nouveau projet. Quand le fait-il? Ben, il le fait dans l'étude préalable. Alors, chacun de vous a en tête la schématique d'un déroulement de projet. On a forcément une étude préalable pour voir la faisabilité de ce qu'on va demander. Donc ça passait tout à fait au début de la phase de développement, ou de la maintenance, ou de l'évolution d'un objet, d'un système. Tout dépend quel va être l'objet ciblé. Alors, je rappelle, l'objet, comme je l'ai dit, ça peut être un objet physique, ça peut être un processus, ça peut être un service, ça peut être une organisation, et ça peut être aussi un logiciel. Donc, les objectifs du cahier d'expression vont être de décrire les besoins réels des différents acteurs, mais surtout utilisateurs, hein, en tenant compte de l'existant, bien sûr. Peut-être qu'il n'y en a pas, et là, on va débuter avec la page blanche, c'est plus tranquille, mais peut-être qu'on va être obligé d'intervenir sur quelque chose qui existe déjà et pour lequel on veut une évolution, soit des performances, soit de l'utilisation ou un petit peu d'augmenter la capacité des utilisateurs. Et en dernier lieu, bien avoir en tête que ce document, l'expression de besoin, c'est ce qui va faciliter, tout le monde l'espère, la compréhension pour la maîtrise d'œuvre. Car dès qu'on va avoir plusieurs personnes, on va avoir échange, et qui dit échange, bien sûr, comme vous le savez, eh bien, on risque d'avoir distorsion. Hein. Souvenez-vous de notre fameux théorème de Shannon, hein, entre émetteur et récepteur. L'émetteur pense, dit, le récepteur écoute, entend, comprend, conceptualise et se fait son idée. Si je n'ai pas une reformulation des besoins entendus, compris, je risque d'avoir cette déviation qui va conduire à un écart de délai, de coût et d'insatisfaction de notre besoin et surtout de notre client. Donc, vous voyez que je vous ai représenté là, mais nous, on s'arrêtera juste, on abordera un petit peu la phase, hein, de notre durée de vie de notre produit, entre son origine, sa naissance, sa conception, sa réalisation, son utilisation, la non-utilisation, le recyclage, voire la destruction. Donc voilà un petit peu comment on pourrait poser le problème. Donc qui va intervenir? Donc on l'a dit, il y a la MOA. Donc cette MOA, si elle n'est pas experte, eh bien, on risque d'avoir une expression de besoin, un cahier des charges, qui peut ressembler à cette image où forcément la MOE, la maîtrise d'œuvre, va avoir beaucoup de difficultés pour trouver ses petits peut-être et bien comprendre ce qu'attend le client. Donc si le maîtrise d'ouvrage n'est pas en mesure d'exprimer son besoin, eh bien, elle a intérêt ou elle va se faire accompagner soit d'une maîtrise d'ouvrage adjointe, soit déléguée. Alors, c'est quoi? Eh bien, imaginez que vous vouliez faire ou investir dans une maison. Vous pouvez définir votre besoin. Vous allez chercher l'appui d'un architecte qui, lui, est un expert et qui va vous guider en fonction de la description que vous allez faire de votre besoin. Soit vous allez chez un pavillonneur qui vous montrera plusieurs types de maisons avec un minimum d'évolution possible. Donc, MOA, maîtrise d'ouvrage, et là, si je suis seul, je suis l'expert de ce que je demande, expert en termes d'utilisation. MOA adjoint, j'ai le conseil d'un bureau d'études, d'un architecte. MOA délégué, comme le terme le dit, je délègue complètement la conduite du projet à cette MOA déléguée. Savoir que, quand même, la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, c'est celui qui paye et c'est celui qui va utiliser l'objet. Donc, à un moment donné, même s'il y a une maîtrise d'ouvrage déléguée, il faudra qu'elle se retourne vers le client final quand même pour avoir son sentiment de satisfaction. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans ces éléments? Eh bien, beaucoup de choses, tout au moins des choses essentielles à la compréhension pour la maîtrise d'œuvre. On va indiquer, bien sûr, le besoin en termes utilisateurs. On va indiquer
peut-être les priorités que l'on va avoir sur différentes fonctionnalités, un calendrier de réalisation souhaité, peut-être un phasage si notre client veut avoir plusieurs versions de l'objet final. Et puis ensuite, on peut avoir des contraintes avec des coûts, une volumétrie, un calendrier, on l'a dit, un processus ou un nombre d'écrans si on est en informatique, et des composants. Donc tout ça va être cette description qui devra apparaître dans cette fameuse expression de besoin. Alors, l'expression de besoin n'est pas formelle. On va en trouver de différentes formes et de différents contenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune norme qui définit l'expression de besoin. L'expression de besoin formelle commence au cahier des charges, voire cahier des charges fonctionnel. Donc, l'avant est très important parce que l'expression de besoin, l'écriture libre de notre client, c'est ce qui va introduire le cahier des charges. On va le retrouver en tête de notre fameux cahier des charges. Donc, dans cette relation client-fournisseur, on va avoir des allers-retours. D'abord, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, si notre client a plusieurs utilisateurs, il va falloir qu'il fasse d'abord un tour pour récolter l'ensemble des besoins, chacun s'exprimant en termes de poste de travail ou de responsabilité. Il va être amené à synthétiser la chose. Et une fois qu'il aura synthétisé, il écrira ce fameux cahier des charges, voire cahier des charges fonctionnel s'il est vraiment expert, et c'est ce que peut apporter effectivement la maîtrise d'ouvrage adjointe ou déléguée, de façon à ce que ça fasse un document de relation formelle avec notre maîtrise d'œuvre. Donc, c'est présenter les problèmes dans l'ensemble, en précisant le champ du domaine étudié. On vient de dire que ça va favoriser le dialogue entre les différents partenaires pour obtenir du prestataire la conception et la réalisation, bien sûr, la plus efficace possible et celle qui va donner satisfaction à notre client. Ça, c'est déjà un élément important. Et ça va aussi orienter vers les solutions techniques proposées par la suite, qui sera vue sur une autre conférence prochainement à définir. Et de tout ça, eh bien, il va être nécessaire de définir des critères qui départageront s'il y a des cas à trancher et sur les niveaux souhaités d'exigence. Donc, on va voir d'abord cette première boucle, récolte de tous les besoins. Ensuite, on passe le premier document à la maîtrise d'œuvre qui va essayer de se faire une idée très précise, de se mettre dans la tête de notre client final et qui va retourner une première proposition qui pourra être ou qui pourra s'appeler le cahier des charges techniques ou spécification technique des besoins et surtout accompagné dans ce fameux document matrice de compliance, qui veut dire que à chaque expression du besoin formalisé par notre client, la maîtrise d'œuvre devra dire clairement si elle rencontre, si elle réalise ce besoin, dans quelle proportion ou pas. Donc ces deux boucles vont formaliser toute notre relation et on l'espère qui sera la plus étroite possible entre notre maîtrise d'ouvrage et notre maîtrise d'œuvre. Bon, tout ça, donc on a vu l'importance que pouvait et que devait revêtir un petit peu cette expression de besoin sans rentrer dans la définition de solution, mais simplement de description du besoin. Donc, c'est cette rédaction de cahier des charges ou d'expression de besoin sans aller jusqu'à un cahier des charges fonctionnel qui va venir après. C'est la suite logique des choses. Donc, pourquoi retenir besoin? Ben, on l'a dit, hein, c'est une tâche délicate. Pourquoi c'est une tâche délicate? Ben, comme chacun le sait, c'est que nous pouvons définir un besoin clairement exprimé, autrement dit explicite, qui découle d'une réflexion de notre groupe de travail, mais c'est le niveau le plus facile à appréhender. Ensuite, on va avoir la définition de ce besoin implicite. Implicite pourquoi? Parce que pour notre client, pour notre définisseur, c'est une évidence. Il est dans son besoin et il ne voit pas peut-être la nécessité de décrire finement, voire le b.a.-ba de l'action
à la maîtrise d'œuvre. Et là, on va avoir une première déviation. Il ne le fait pas parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Et il va y avoir déjà là un risque de déviation que la maîtrise d'œuvre de ne pas répondre aux besoins et donc de procurer une grande insatisfaction. Et ensuite, il y a quelque chose encore qui est plus, comment dire, j'allais dire plus grave, peut-être, mais c'est le besoin latent, c'est-à-dire le niveau de connaissance du client qui est enfoui à lui. Il ne le sait pas, ou au moins il n'a peut-être pas encore conscience, mais le besoin ou l'utilisation va l'y amener. Et comme il ne l'a pas défini au départ, et bien encore, deuxième niveau de risque pour la maîtrise d'œuvre. Donc, conduire à cette réflexion, c'est poser vraiment beaucoup de questions pour la maîtrise d'œuvre. Alors, poser des questions, chacun le sait, hein, c'est pas toujours facile. Il y a des outils, chacun a les siens. Hein, je vous en nommerai un tout à l'heure. Hein. Donc, les parties essentielles, d'abord, pour notre client initiateur du projet, ça va être de définir son périmètre de projet, de façon à ce que la maîtrise d'œuvre, comme je le disais avant, rentre dans sa tête, savoir vraiment son besoin réel, qu'il définisse à quel niveau du cycle de vie ce besoin est posé, soit tout à fait au début, s'il y a une création totale de l'objet, soit à un des cycles de vie d'utilisation, de conception, de maintenance, d'utilisation. Et ensuite, effectivement, de lister ces fonctions d'utilisation dont il a besoin pour les caractériser derrière. Caractériser pourquoi? Caractériser pour que la maîtrise d'œuvre, dans sa solution, puisse dire oui, je sais faire à ce niveau de performance, ou je ne sais pas faire, ou je sais faire qu'à 50%. Et puis, derrière ce niveau-là qui l'attend, il y a ce qu'on va appeler des situations rares. C'est-à-dire, je ne sais pas, exemple, fonctionnement exceptionnel, un logiciel de démarrage, coupure de courant, on vient de le voir maintenant, donc disparition de l'image. Et ça, la maîtrise d'œuvre devra faire en sorte que ça ne se passe pas, parce que le client ne va pas être content. Mais comme on n'a peut-être pas exprimé ces cas d'espèces de situations rares, et bien souvent, on va encore avoir un risque de déviation. Et puis ensuite, peut-être qu'on ne travaille pas avec la bonne personne, interlocuteur. C'est pour ça que, vous le savez, vous le pratiquez, on a cette organisation projet avec un pilote projet ou directeur de projet à l'AMOA, un chef de projet ou des chefs de projet dans la maîtrise d'œuvre. Je vous simplifie un petit peu notre groupe de travail et puis ce qui se passe réellement, parce qu'un groupe de travail, ce n'est pas facile à manier. Et l'intérêt, par contre, c'est qu'on a une approche que l'on espère systématique du besoin. Donc, une fois qu'on a listé un petit peu ces besoins, il faudra le formaliser dans un document. Donc, on va retrouver dans les premiers paragraphes du document le produit, comment il se situe, quel est le contexte du projet, quelle est la définition du besoin réellement, les limites, et puis ce qu'en attend au final le client. Bien sûr, on passera par son environnement et les contraintes. Dans tout ça, vous voyez qu'on s'oriente de plus en plus finement vers ce qui est normé et qui s'appelle le cahier des charges dit fonctionnel. Et là, par contre, il faut être vraiment un peu plus expert pour arriver à ce niveau de connaissance, voire d'écriture. Donc, quand on dit l'environnement et ses limites d'étude, c'est dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le projet et qu'est-ce qui ne fait pas partie du projet. Donc, EM, c'est éléments matériels extérieurs, les milieux extérieurs du système. Ça, c'est aussi assez représentatif à la mesure où la maîtrise d'œuvre va se garantir de ne pas s'égarer, de ne pas proposer quelque chose pour lequel le client ne lui demande rien. Donc, le client va être amené à bien préciser quel est son milieu d'intervention. Donc là, certains d'entre vous reconnaissent une méthodologie.
on l'élaborera pas aujourd'hui, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait être développé un peu plus tard. Donc on arrive, vous voyez, quand on descend un petit peu dans le besoin, on arrive vraiment à définir la fonction. Alors la fonction, hein, on l'a dit, c'est ce qui est le plus difficile, hein, entre l'explicite, l'implicite, le latent, et puis ce qu'on ne sait pas encore. Et là, il va falloir faire un petit peu ce brainstorming qui va nous amener à faire la liste des fonctions attendues. Ensuite, autour des éléments de l'environnement, bien préciser ce qui est, ce qui n'est pas. Et finalement, avoir, comment dire, attendre de la part de notre maîtrise d'œuvre les questions forcément qui vont l'amener à poser, hein. Donc, je parlais tout à l'heure de méthodes, certains d'entre vous peut-être l'utilisent. On peut utiliser le QQO, QCCP, hein, qui est le quoi, qui, quand, comment, combien, pourquoi, qui va amener notre maîtrise d'œuvre à se faire une idée un peu plus précise de ce qu'attend notre client. Donc ensuite, va nous amener à représenter un petit peu notre besoin. Alors j'aime bien cette représentation, mais elle n'est pas forcément unique ni essentielle. C'est une représentation en art fonctionnel. L'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle fait apparaître, vous voyez ici, au niveau des jonctions des fonctions, peut-être des fonctions qui vont être utiles à notre maîtrise d'œuvre pour savoir un petit peu comment vont s'intégrer et commencer à bâtir, on va dire, les premiers tests d'intégration de l'ensemble. Donc c'est une représentation, je vous la livre telle qu'elle est. Moi, j'aime bien, je l'utilise bien, et elle permet un petit peu de hiérarchiser un petit peu l'ensemble de notre besoin. Donc, une fois qu'on a établi ce premier document avec les différents points que l'on vient d'énumérer, eh bien, on a un retour vers notre client. Et là, il va falloir que le client valide le besoin. C'est-à-dire qu'il dise oui, c'est bien ce que j'attends. Non, c'est pas ce que j'attends. Et donc, il va falloir repréciser. Donc, vous voyez que toute réponse à un non va augmenter le délai, donc forcément le coût de notre projet et peut-être l'insatisfaction technique que va avoir le client. Donc, ces fonctions, hein, il faudra les caractériser, c'est-à-dire dire les performances qu'on va attendre de chacune des actions, toujours sans faire allusion à une solution, hein. Donc là aussi, des outils tels que, par exemple, SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel, peut clarifier chacune des fonctions, hein, toujours dans le terme de besoin utilitaire et non pas de solution. Et derrière ça, vous voyez apparaître quand même quelque chose qui va être pour notre maîtrise d'œuvre, quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître des échéances d'abord, mais surtout des choses qui peuvent être, qui vont venir guider les solutions, c'est qu'est-ce qui peut modifier le besoin? Et ça, c'est des questions que notre maîtrise d'œuvre devra poser forcément à la maîtrise d'ouvrage pour lequel on attend une réponse. Qu'est-ce qui peut modifier le besoin? Qu'est-ce qui peut reporter ce besoin? Qu'est-ce qui peut annuler le besoin? Et dans combien de temps le besoin peut-il évoluer? Pourquoi? Parce que derrière, on va avoir cette fameuse flexibilité de proposition technique que la maîtrise d'œuvre peut avoir vis-à-vis de son client. Savoir, en fonction de ces différentes réponses à ces questions, soit j'ai une réponse de modification à court terme, et là, je vais m'orienter vers des solutions techniques connues, une technologie connue. Je ne vais pas prendre de risque à faire du développement. Si c'est à moyen terme, peut-être que je peux me permettre d'avoir un peu de développement. Si c'est à long terme, donc là, les scénarios peuvent s'élargir de plus en plus. Si c'est à très long terme, donc on a une marge d'erreur qui est très importante, mais qui nous facilite quand même le travail dans la mesure où j'ai le temps, donc j'ai le moyen de revenir
sur les exigences et demander des précisions plus importantes vers notre client, surtout si ces non-conformités touchent justement des fonctions que l'on a qualifiées de latentes ou pas encore reconnues au niveau de notre client. Et ça va nous donner l'objet de ce fameux document qui devra accompagner la réponse, c'est-à-dire cette fameuse matrice de compliance ou matrice de conformité. Hein. Vraiment, ça va être la finitude de notre relation contrat entre le fournisseur et le client. Est-ce que moi, fournisseur, j'ai bien répondu à les questions posées par mon client à chaque niveau, que ce soit au niveau de solutions, de critères, de flexibilité? Est-ce que les pourcentages de satisfaction que la solution proposée satisfait mon client? Et là, on va avoir encore ce niveau de flexibilité. Et bien, ensuite, c'est dire, notre client devra se prononcer sur la partie de la solution qui répond à chaque critère, celle qui n'y répond pas, voire donc d'aller un peu plus loin dans le concept, soit de faire, on va dire, un deal avec la maîtrise d'œuvre en termes de délai, soit de coût, si on est amené à réduire un petit peu au niveau des performances de ce qu'on attendait. Donc voilà, on va dire, brosser très rapidement un petit peu cette relation client-fournisseur qui est relativement importante et vous voyez tous les points qui sont à envisager. Et puis on a cette fameuse approche agile, et là on peut dire merci à nos collègues informaticiens qui nous l'ont amené. Hein. C'est quoi pour nous en termes de relation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre? Ça veut dire que si moi, maîtrise d'ouvrage, client, ne sachant pas trop ce que je veux peut-être, ou demandant davantage de précision, je peux être amené à modifier mon exigence vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. Soit j'ai un document figé, et là, ma foi, on est parti pour des contestations, voire dans certains cas des procès, soit j'ai une solution qui va me permettre, ou tout au moins demander à notre maîtrise d'œuvre de développer une solution qui va permettre justement cette approche agile, c'est-à-dire d'avoir un développement modulaire, qui va permettre effectivement de cibler très rapidement sur quel module, sous-module ou micro-module on peut agir pour satisfaire, voire augmenter la satisfaction de notre client. Donc des relations interréactionnelles de plus en plus fortes et de plus en plus demandées, puisque nous sommes maintenant dans des développements qui peuvent être très très importants ou très techniques, et qui, en termes de début de notre projet, vont faire que notre projet final, notre objet final sera une réussite ou ne se l'aura pas, ou ne le sera pas. Donc en final, on voit qu'on va avoir soit une satisfaction ou insatisfaction du client, une livraison qui va être conforme aux délais qui ont été demandés par notre client, et puis avoir une mesure d'avancement en termes de fonctionnalité qui sera la plus précise possible, puisque notre client, qui est aussi notre agent payeur, va être satisfait et va nous débloquer les fonds au fur et à mesure de l'avancement. Donc cette approche agile est relativement importante. Elle est un peu différente de celle qui est utilisée par nos collègues informaticiens, mais elle est fondamentalement dans le même esprit. Un exemple qui pourrait être vu, hein, c'est pour ça que je vous l'ai montré, un gyropode, hein, c'est cet engin qui nous permet de nous déplacer, qui fait la joie des enfants. Hein. Donc, vous reconnaissez le graphique d'origine pour déterminer les fonctionnalités, qui va s'en occuper, pourquoi faire et quel est le but, permettre à un individu de se déplacer aisément sur la route, en ville, en sécurité. Donc de là, on va avoir pour chacune des fonctionnalités des critères et des valeurs et la liste de nos fonctions qui vont être représentées dans notre fameux cahier des charges fonctionnelles. Donc vous reconnaissez aussi
notre fameux diagramme qui va nous permettre, en groupe, de travailler à la définition de ces fonctions. Donc ce n'est jamais qu'un exemple et que, je suppose, vous travaillez chacun de vous. Donc voilà un petit peu et rapidement. C'est un sujet quand même qui mériterait d'avoir beaucoup plus de temps, de façon à pouvoir rentrer un peu plus profondément dans le besoin et puis dans l'approche de ce besoin. Mais bon, les contraintes de notre temps et puis surtout le fait qu'on soit bloqué, chacun de nous, à son domicile devant son écran, fait que, mais ma foi, j'espère vous avoir brossé un panorama de cette relation client-fournisseur, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pour lequel vous allez peut-être voir les choses de façon différente, vous poser des questions de façon différente, et puis être un peu plus peut-être performant, sachant que vous êtes déjà sûrement très efficace, puisque maintenant on est de plus en plus efficace.